Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la gestion de conflits. Quand on est câblé de façon un peu différente des autres, quand on a une façon de voir le monde qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible, quand on perçoit ce qui va arriver avant que ça arrive, quand on ressent l'énergie des gens, leur humeur du jour, etc. Et en même temps qu'on a le cœur d'un enfant de 4 ans et demi en termes de régulation émotionnelle. Ça, les deux combinés, là, associés au fait que l'énergie et ce qu'on dégage est assez puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de parler pour qu'on voit à notre gueule que ça va pas. Voilà, ça là. Moi, je me souviens très bien de ma mère qui, du coup, je pense, était un peu comme ça aussi. Je me souviens à table, quand je commençais à m'embrouiller avec mon père, elle avait juste à faire ce petit mouvement que les mères savent bien faire de pincer les lèvres comme ça. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était la Troisième Guerre mondiale ou la fin de la guerre froide ou un truc comme ça qui était en train de se passer. C'était vraiment... Oh mon Dieu. Du coup, mon père et moi, mon père qui était une énorme baraque aussi, on était tous les deux... Oh putain, tout penaud de oh là là, qu'est-ce qui se passe. Ça là, ce type d'énergie là, qui peut glacer une pièce en un instant avec un regard ou bien qui peut la réchauffer avec un sourire, qui a cette capacité de créer des ambiances, de vraiment, voilà, ce truc là, quand on l'associe à une mauvaise une non-gestion émotionnelle, une super mauvaise régulation de nos propres émotions qu'on ressent de façon très intense et la capacité de percevoir des conflits avant qu'ils arrivent, ou bien quand on les perçoit de vouloir les comprendre en finesse, ça crée forcément des situations qui sont conflictuelles. Donc aujourd'hui, on va discuter de ça. Bienvenue, moi c'est Gaëlle, je suis thérapeute entre autres et moi-même bien neuroatypique dans mon genre et du coup j'aide les personnes comme nous à taper dans leur plein potentiel pour arrêter de vivre des vies qui sont celles des gens classiques qui vivent dans le système et dans les petites cases et pour justement nous faire sortir de ces rôles-là prédéfinis et trouver notre place dans ce monde. Et je sais que c'est pas évident, mais quand on est bien entouré et qu'on est avec des personnes qui s'y connaissent un petit peu, en général, ça se passe vachement mieux. Notamment parce que c'est beaucoup plus agréable quand on est câblé différemment d'être au contact de personnes qui sont câblées elles-mêmes comme nous, évidemment, puisqu'on se comprend vite, il y a moins de heurts, il y a moins de friction, puisque l'une des caractéristiques, et là on rentre en plein dans le thème de la vidéo, c'est que notre intolérance au conflit, même si théoriquement on aime bien le débat, intellectuellement on n'a pas peur de confronter nos idées, mais émotionnellement la friction, le conflit, ça nous met pas du tout, ça nous va pas du tout. Et tout ça globalement parce qu'on fuit ce qui est de l'ordre de la disharmonie. Notre cerveau est câblé pour chercher l'harmonie d'une part et l'optimisation de l'autre. Quelque chose de l'ordre du conflit, de la rupture de lien, de la friction, ce n'est pas harmonieux. Il y a quelque chose qui est très irritant en fait, c'est vraiment l'histoire de, c'est comme quelqu'un qui chante faux, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est la disharmonie, la l'asynchronie, on pourrait voir ça comme ça aussi entre deux personnes, et ça on n'aime pas, et en plus c'est pas optimal pour jamais rien, les conflits, et en plus, le truc c'est que ça nous vient taper dans quelque chose d'émotionnel ultra dur, c'est qu'un enfant de 4 ans, quand il vit un conflit, il a l'impression que c'est la fin du monde, et nous, on fait pareil. Donc forcément, quand on est au contact de personnes comme nous, c'est beaucoup plus facile et fluide parce que les deux évitent d'en arriver là. Et comme les deux perçoivent ensemble les micro-signaux de l'un de l'autre, on perçoit, on sent, on a cette intuition-là, cette finesse-là, de capter quand il y a un truc qui commence à se désaligner et tout de suite aller le régler, en parler, mettre des mots dessus, ou bien tout de suite apporter de la douceur si jamais il y en a un qui est braqué, etc. Donc on n'arrive jamais au moment de conflit, en fait, quand on est avec des personnes comme nous. C'est très très rare. Parce qu'on n'aime pas ça, et principalement parce qu'on privilégiera toujours le lien. Une fois qu'on a dit ça, quand on est avec des personnes qui ne sont pas comme nous, comme la majorité des gens probablement dans cette société, ben là ça se complique et là ça commence à nous faire bosser sur nous. Et c'est super intéressant. En fait, ce qui se passe, quand on est au contact de personnes qui ont, on va dire, sont neurotypiques, ou en tout cas qui n'ont pas cette même gestion des choses, on va dire ça comme ça, c'est que souvent, on va se retrouver à dire des choses, faire des choses qui, sans le vouloir, vont offenser l'autre, sans le vouloir, vont le braquer, sans le vouloir... Pardon. Ah, je m'étouffe. C'est mon sujet d'hier soir avec mon mari, du coup, c'est très rigolo que ça ne veuille pas... Apparemment, je l'ai encore en travers de la gorge, mais je vais vous raconter ça. Bref. Donc, on peut arriver à dire des choses, faire des choses qui vont braquer l'autre, qui vont le mettre mal. Et en face, du coup, on a une action-réaction, hein, évidemment, normal. L'autre va être dans quelque chose qui est
probablement assez douloureux pour nous, soit la critique, soit le reproche, soit pire, le pire, de pire, de pire, de pire enfer pour nous sur Terre, c'est la rupture de lien, c'est-à-dire l'ignorance émotionnelle. Ce truc-là, c'est globalement ce qui ressemble à j'ai besoin d'aller faire un tour, ou bien j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de silence, j'ai plus envie de te parler pour un temps. Ça, là, ce truc-là, cette rupture de la possibilité de communication, cette rupture à l'accès à l'autre, c'est probablement la chose qu'on vit la plus mal, je pense, dans le monde. Je suis en train de me demander, mais je crois vraiment qu'on préfère qu'on nous crie dessus, évidemment, plutôt qu'on nous coupe le lien. Ouais, vraiment, je crois que j'essaie de trouver qu'est-ce qui est le plus douloureux que ça. Dans ma vie, je crois qu'il n'y a pas plus souffrant chez moi que ça. Évidemment, c'est pas vrai que pour nous, ce truc-là, hein, c'est vrai pour tout le monde. En analyse transactionnelle, on parle de différents niveaux en fait de connexion à l'autre. Et la majorité des gens fonctionnent comme ça, avec cette phrase qui est horrible mais qui est vraie, c'est des coups plutôt que rien du tout. Les enfants fonctionnent comme ça. On préfère se prendre des critiques, des reproches, des cris, etc., même parfois même de la violence physique, plutôt que de l'ignorance. Parce que ça vient taper dans quelque chose de très archaïque, c'est se mettre à l'écart. C'est vraiment quelque chose, se faire mettre à l'écart, c'est pire. Se faire mettre à l'écart, c'est vraiment venir aller toucher à quelque chose de l'ordre de je suis exclu de la caverne et du coup je vais mourir de froid tout seul. Comme on est des animaux grégaires, des animaux sociaux, on a besoin de ce lien-là et couper le lien et nous mettre à l'écart, c'est vraiment la pire des punitions. Et souvent c'est comme ça que c'est vécu d'ailleurs. Le moment, je vous donne du coup l'exemple direct de mon mari d'hier. Donc situation classique, on regarde en l'occurrence l'UFC parce que c'est un grand sportif d'arts martiaux, de lutte et de jiu-jitsu, bref. Du coup, on regarde l'UFC et donc moi, je regarde avec lui ces hommes en train de se foutre des énormes mandales, ces énormes machins. En plus, là, il y avait la finale bref, on s'en fout. On s'en fout. Vraiment, c'est pas le sujet. Bref, je vois des hommes en train de se foutre une énorme mandale. Et à un moment donné, on est tous les deux sur le canapé et moi, je fais... Alors vraiment, je remets mes pieds, je bats des jambes pour remettre la couette bien comme il faut. Lui, il penche la tête et paf, je lui mets un coup dans la gueule avec mon tibia en plein dans son nez. Et je me rends pas compte parce que ça me fait pas mal et je le sens pas, le truc. Je sens qu'il y a un truc qui cogne, mais je crois que c'est son bras. Et comme je suis captivée par la lutte et lui aussi, juste cette réaction de oh putain en brésilien parce que voilà mais oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que quoi, je dis, bah tu viens de me donner un coup dans la gueule, oh pardon je suis désolée, voilà ma réaction première c'est vraiment je suis vraiment désolée. Derrière s'enchaîne un truc où moi j'essaye de venir du coup me faire pardonner et là il me dit laisse-moi tranquille un moment. Ça là, ce moment là, du coup moi intellectuellement il n'y a pas de problème, je comprends. Je suis thérapeute de couple, je trouve même que c'est une excellente idée de le laisser gérer son truc dans son coin, qu'il redescende parce qu'il vient de se prendre un coup dans la gueule, etc., etc. Sauf que le truc, c'est que lui, il redescend pas tant que ça et pas si vite. C'est quelqu'un d'assez fier et se prendre un coup dans la gueule comme ça, c'est pas terrible. Et puis, les lutteurs, quand ça prend des coups dans la gueule, en général, ça éveille un truc un peu animal qu'il faut gérer, mais qui prend pas 2 secondes. Voilà. Et donc, moi, je me retrouve à me sentir, et là c'est vraiment très gamin de ma part, je suis vraiment en train de reconnaître, je fais un gros mea culpa public, mais je reconnais que moi à ce moment-là, quand il me dit ça, je me sens comme va dans ta chambre, t'es puni, et me parle pas, enfin ouais vraiment c'est ça, c'est va dans ta chambre, t'es puni. Évidemment c'est pas ce qu'il dit, évidemment c'est pas ce qui se passe, c'est comme ça que je le ressens. Et je le ressens pas pour rien, c'est parce que quand il décide de se fermer, vraiment énergétiquement, ça ressemble à ça. C'est que j'ai plus accès à rien. C'est vraiment, je sens que je peux pas lui parler, pas le toucher, peut pas le consoler, j'ai pas d'accès en fait. Et ce truc-là, il est chaud. Bon, là, c'est un petit conflit de rien du tout. Évidemment que quand on a des conflits qui sont beaucoup plus grands, où là, il se ferme et il se ferme fort, parce qu'il y a des conflits où ça peut aussi, enfin. Quand on est vraiment en conflit où ça escalade, où on se met tous les deux en mode oui mais toi t'as dit ça, oui mais toi t'as fait ça, et puis on commence à monter en pression, lui comme moi, et gestion de la colère, frustration zéro, hein, donc je commence à m'énerver avec la tête qui va avec, l'énergie que je déploie qui va avec pour bien expliquer à l'autre qu'il a fait de la merde et que ça va vraiment pas bien se passer comme ça. Voilà, ça là, ce truc là, ça prend des proportions phénoménales et j'en prends pour au moins 24 heures de je suis punie dans ma chambre, émotionnellement comme ça que je le vis en tout cas. Ce truc là, il est vraiment super dur à vivre parce que en fait,
à ce moment-là, moi, ce que je ressens quand on est sur des gros conflits, alors ça compte pas vraiment pour hier soir, mais quand on est sur des gros conflits, je me retrouve du coup à attendre que lui se débloque sans pouvoir rien faire. Et là, je suis dans une situation qui est horrible parce que moi, je veux comprendre. Je décortique tout ce qui s'est passé, de mon point de vue, évidemment. On est toujours très biaisé dans ces moments-là, surtout quand la colère est toujours la colère, l'injustice. Alors là, encore mieux. Encore mieux s'il y a une notion d'injustice. Là, hier, par exemple, c'est injuste parce que j'ai été punie d'un truc que j'avais pas fait volontairement et je me suis excusée. Et qu'est-ce que je peux bien faire de plus? Voilà. Surtout si quand j'essaie de me faire rattraper, il me dit de rester loin de lui, comment je fais, etc. Bref, donc voilà, quand il y a ce sentiment d'injustice, qui est l'une de nos valeurs énormes aussi, ça commence à compliquer les choses et on commence à tout décortiquer. Donc je me retrouve souvent, ça m'arrive en tout cas en conflit, à tout décortiquer et en même temps à être intellectuellement en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, de trouver des clés de solution. J'ai vraiment l'impression d'être face à un casse-tête et de trouver tous les angles possibles pour le résoudre. J'essaie de trouver la façon la plus optimale de régler le machin et avec ce truc-là émotionnel de souffrance énorme. Parce que émotionnellement, c'est ça, c'est de la souffrance pure. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être abandonnée sur le bas-côté de la route. J'ai l'impression que plus jamais personne, qu'il m'aime plus. J'ai l'impression que, vraiment, émotionnellement, c'est ce que je ressens. C'est un truc, un gouffre qui s'ouvre et il n'y a pas de fond. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais toutes les personnes qui l'ont déjà vécu savent. C'est vraiment ce truc-là de détresse énorme. Et je donnerais n'importe quoi pour en sortir. Et d'ailleurs, ça me fait avoir des comportements qui sont complètement débiles. C'est-à-dire que même s'il me dit « laisse-moi tranquille », je vais le laisser tranquille 5 minutes et ça va être tellement horrible que je vais revenir en lui posant des questions. Ce qui n'aide pas du tout, du coup, parce qu'il a envie d'être tranquille. Mais voilà, je vais lui demander, mais est-ce que tu comptes me quitter? Est-ce que tu m'aimes encore? Enfin, des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, hein, parce que, en fait, c'est juste un conflit. C'est pas, j'ai pas buté sa mère. Tout va bien. Je veux dire, voilà. Non, mais pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Et comme il coupe ce lien, j'ai l'impression que ce lien ne se recréera plus jamais. Et je suis dans une sorte de panique, là. Un état de panique. Ça peut aller jusqu'à l'angoisse, mais en l'occurrence, un état de panique qui est assez fort et assez présent et qui est constant. C'est-à-dire que j'ai beau être avec lui, être déjà passé par là, savoir pertinemment qu'il ne s'en va pas, savoir pertinemment qu'il ne va nulle part, qu'on va régler ça dès qu'il sera calmé, on va en discuter, etc., etc. J'ai beau savoir tout ça. Sur le moment, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de me faire abandonner. Et ce truc-là, il n'y a pas besoin de lutter contre. Au début, j'essayais de lutter contre ce truc-là pendant même mes relations passées, j'essayais vraiment de lutter contre ce machin-là. Maintenant, je sais que c'est juste que, en fait, comme émotionnellement, j'ai 4 ans et demi, un enfant de 4 ans et demi, tu peux lui expliquer par A plus B que c'est pour son bien, que machin truc, que les parents ont besoin de souffler. S'il est puni dans sa chambre, c'est la fin du monde et il va sûrement pleurer à gros sanglots. La seule façon, du coup, pour un enfant de 4 ans et demi, d'arrêter de pleurer à gros sanglots, c'est de se focaliser sur autre chose. Mais attention, j'ai pas envie de dire que dans ces moments-là, il faut se focaliser sur autre chose, parce que le truc, c'est qu'en faisant ça, c'est comme si je vous disais, c'est pas normal de ressentir ce qu'on ressent, et donc il faut trouver un moyen pour le chanter. Non, c'est l'inverse. Tout mon propos, il est à l'inverse de ça. Faut accepter le fait que c'est ultra douloureux, qu'on a 4 ans et demi et qu'on a l'impression d'être vraiment en train de se faire abandonner, et utiliser ça pour venir débunker le tribunal qui est en train de se passer là-haut. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Nous, pendant que ce truc-là est en train de paniquer, ce truc-là est en train de monter un dossier judiciaire haut comme ça, en faisant des liens de corrélation avec plein de petites choses qui se sont passées dans la semaine, dans le mois, dans l'année, et trouver tous les contre-arguments de oui, mais toi, quand tu fais ça, moi, j'ai pas réagi comme ça, donc tu devrais pas réagir comme ça. Et puis attends, moi, quand je dis ça, toi, tu réagis comme ça, donc tu devrais pas te permettre de faire l'inverse, etc., etc. On est en train de monter un pavé, on est en train de faire une instruction complète. Et ça, là, ça n'aide personne. Ni nous, ni eux. Eux ou elles, évidemment. Donc, plutôt que d'essayer de gérer ces deux trucs qui sont en parallèle, où on passe de l'un à l'autre, où on est en train de s'exciter intellectuellement, en train de se dire « oui, mais attends, on est en train de s'auto-convaincre qu'on a raison, qu'on est dans notre bon droit, et en même temps, on est en train d'ultra souffrir. » Donc, d'une minute à l'autre, on passe de l'un à l'autre, en gros. En fait, utilisons l'un pour venir débunker l'autre. Parce que le truc à la fin, c'est ça. C'est que peu importe, et ça on n'aime pas non plus, surtout quand il y a une notion d'injustice, on n'aime pas non plus, mais en fait, la maturité relationnelle et émotionnelle, c'est arriver à un moment où on se dit, peu importe qui a raison ou qui a tort, moi j'ai pas envie d'avoir raison si ça coûte ma relation. C'est que l'un et l'autre avons eu tort
et raison, parce que c'est comme ça les conflits dans un couple. Normalement, ça ne se résout pas tant qu'on n'a pas eu tour à tour tort et raison. Une notion de thérapie de couple que je vous donne gratos, comme ça, allons-y. Les conflits ne sont pas résolus tant qu'on n'a pas eu tour à tour tort et raison. Donc il faut à un moment donné que l'un ait tort et l'autre raison, et vice-versa. Si on s'arrête en plein milieu, ce n'est pas une résolution de conflit, c'est juste un jugement, un tribunal, une mise à pied, je sais pas. Bref, mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans un couple qui dure. Donc il s'agit de se dire, ok, je renonce au fait d'avoir raison pour privilégier le lien. Et dans ces moments-là, moi, en l'occurrence, et je dis pas que c'est la bonne façon de faire, mais en l'occurrence, quand j'arrive à faire ça, ça me calme, ça m'apaise et ça m'enlève toute cette partie de triturage de méninge pour essayer de trouver qui a tort, qui a raison et comment faire pour qu'ils comprennent qu'enfin c'est lui qui a eu tort, qu'il n'aurait pas dû faire ça et gna 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 parce que moi j'avais pas prévu, j'avais pas envie de faire ça, je l'ai pas dit dans ce sens-là et qu'ils comprennent mon intention. Et je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Ce qui est ultra souffrant là-dedans, c'est le sentiment d'être incompris. C'est pour ça qu'on rajoute en permanence, comme là je l'ai fait dans mon histoire, plein de contextes, plein de détails, plein de machins, parce que tout compte. On a l'impression que si les autres n'ont pas l'information qui pour nous est clé, ils vont passer à côté du truc. C'est pour ça que quand moi je raconte des trucs sur ma vie, vous en avez pour 10 minutes parce que je rentre dans tous les détails. Ça là, c'est le besoin d'être compris. Le besoin de... Ouais, c'est vraiment ça, le besoin d'être compris. D'être sûr que l'autre en face m'entende. Et c'est pas pour rien, c'est parce que comme on a passé notre vie à être des ronds qui essaient de rentrer dans des carrés, forcément que ça marche pas bien le lien à l'autre. Donc on passe notre temps à avoir l'impression d'être toujours un peu en dehors du truc, toujours un peu incompris. Donc on a créé, du coup, entre guillemets, oui, c'est développé en tout cas malgré nous ce besoin d'être toujours bien compris comme il faut. Donc bref, peu importe. Je raccroche les wagons à mon histoire. Quand je réussis à m'apaiser, et à me dire ok c'est bon en fait, tout va bien, il n'y a pas de drame, ok, c'est bon, je souffle, je peux retomber dans quelque chose qui est plus authentique, dans le sens de plus humain, qui est de l'ordre de en fait je veux juste que notre couple aille mieux, je veux juste nous sortir du ravin. Attention parce que c'est pas que joli, là je vais le présenter de façon c'est moi qui est en train de faire un truc ultra mature. Mais, mollo. C'est pas tout à fait ça le truc. Ça, c'est la version jolie de l'histoire et je vais vous donner la version un peu moche derrière. De la même façon que, petite remise en contexte, j'ai l'impression d'avoir fait un truc super joli quand j'avais 16 ans où en gros j'ai arrêté ma crise d'ado parce que j'étais en grosse rébellion contre mon père. On avait des caractères très forts tous les deux. Et bref, on s'engueulait matin, midi et soir. Au repas particulièrement que je prenais en 2 minutes. Du coup, j'arrivais, je mangeais, je repartais le plus vite possible parce qu'au bout de 2 minutes, on se fritait la gueule sur mets ta serviette, est-ce que tu as eu des notes aujourd'hui, enfin des trucs de merde, hein, vraiment. Et en fait, un jour, je me souviens penser chez moi, dans ma chambre, que mon père, étant beaucoup plus âgé que moi, allait mourir quand je serais jeune et que possiblement il allait mourir bientôt et que j'avais pas du tout envie que ce soit nos derniers échanges, nos dernières années d'échanges, qu'elles se passent comme ça. Donc, et c'était suite à une embrouille évidemment, donc je suis allée voir mon père et je lui ai dit voilà, il faut qu'on discute et qu'on règle ça, qu'on trouve un moyen de s'entendre. Ce truc-là, quand on a 16 ans, c'est très bizarre parce que c'est pas du tout, c'est quelque chose qu'un adulte aurait dû faire. En l'occurrence, là ça s'est pas passé comme ça, c'est moi qui ai pris l'initiative de faire ça, mais je l'ai pas prise de la même façon que quand je reviens vers mon mari après ce qui vient de se passer. C'est pas une initiative que je prends gratos, que je prends juste parce que j'ai envie d'être la plus mature. Non, c'est pas ça. De la même façon que quand je vais voir mon père pour régler ce truc de la crise d'ado, c'est pas que je suis plus mature. Je suis peut-être plus mature que les autres gens dans ma situation à 16 ans, d'accord, ok, très bien. Mais c'est surtout que je ne supporte tellement pas le conflit. Je ne supporte tellement pas cette friction. Je ne supporte tellement pas cette rupture de lien. Je ne supporte tellement pas de vivre dans cet environnement où pour moi l'ambiance est toxique, parce que c'est vraiment ce mot-là. C'est l'ambiance, l'atmosphère est toxique. Et pas relation toxique, non, c'est l'ambiance, l'air, la qualité de l'air, là. J'ai l'impression qu'ils y ont rajouté du cyanure ou de l'amiante ou ce que vous voulez. J'ai l'impression de respirer un truc qui est toxique pour moi, qui est néfaste pour moi, qui est ultra désagréable pour moi. Et de fait, j'ai pas du tout envie de continuer à vivre dans cette atmosphère-là. Et comme je ne supporte plus, c'est tellement douloureux pour moi de vivre dans ce truc-là, je fais tout pour essayer de le régler. Je ferai tout. Donc en général, ça correspond à me lever, me calmer bien comme il faut et revenir en étant calme, apaisée, douce, constructive en fait. Vraiment un truc de construction. Si jamais c'est toujours pas le moment de parler,
je pose les deux questions, enfin la question en fait, enfin les deux questions pour moi, les deux questions qui sont essentielles, qui sont les deux dont j'ai besoin d'avoir la réponse pour pouvoir vraiment calmer mon petit enfant intérieur, là, mon petit cœur de 4 ans et demi, c'est est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu vas me quitter pour ce qui vient de se passer ? Bon, comme j'ai la chance de ne pas être entourée de connards, la réponse est toujours oui, bien sûr que je t'aime. Quelle question idiote. Bien évidemment que je n'arrête pas de t'aimer pour si peu. Et est-ce que je vais te quitter ? Bien évidemment que non. Enfin, on ne quitte pas quelqu'un pour ce genre de choses. Ok, bon, ça va. Et moi, avec ces notions-là, ces réponses-là, où je me sens du coup pas abandonnée et aimée, parce que la vraie question, c'est toujours celle-là, c'est est-ce que tu m'aimes ? C'est toujours ce truc-là fondamental qui pour rassurer un enfant de 4 ans, c'est je t'aime et je ne vais nulle part. J'ai juste besoin de prendre un temps pour moi. Je sais du coup que ça recrée du lien et de la connexion. Et je peux souffler et je peux lui laisser le temps dont il a besoin. Ça, c'est en relation de couple classique, en relation de couple saine, en relation de couple où l'autre en face ne va pas s'énerver quand on pose ces questions-là, ne va pas s'énerver, enfin en fait, où l'autre est pas... où l'autre a compris un peu comment on fonctionnait. Et je crois que ça, c'est un truc fondamental dans la gestion de conflits, et je parle là encore vraiment restreint au conflit de couple. Je pense que c'est essentiel d'être avec des gens qui sont pas forcément câblés comme nous, mais qui veulent apprendre à comprendre et à connaître comment on fonctionne. Vraiment, je crois que c'est essentiel. Moi, alors, je crois pas à la chance en tant que telle, mais en l'occurrence, on va dire que j'ai de la chance d'être tombée sur quelqu'un, d'avoir choisi quelqu'un. En réalité, c'est ça, c'est d'avoir choisi quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel, quoique. Mais en l'occurrence, c'est les filtres qu'on met. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a comme objectif, et c'est vraiment ça, c'est un objectif, parce qu'il considère que c'est son rôle. Son objectif, c'est d'apprendre à décrypter mon manuel d'utilisation. C'est vraiment ça. Il a très envie de comprendre, décrypter et pareil, de la même façon, c'est pas complètement gratuit. C'est évidemment pour pouvoir derrière mieux anticiper, mieux gérer, mieux vivre en paix lui aussi, en fait, tout simplement. Et comme il sait comment je fonctionne, ça clarifie beaucoup plus les choses dans son... Et comme il sait comment je fonctionne, il sait aussi que après que je lui ai donc prise de tête, donne-moi du temps, moi je vais dans ma chambre, je pleure, je suis pas bien, je suis en souffrance, je reviens toute sanglotante, mais tu m'aimes encore. Enfin, en gros c'est ça, 4 ans et demi quoi, gros chagrin. Oui je t'aime, non je vais nulle part, j'ai juste besoin de redescendre tout seul de mon côté. D'accord. Donc laisse-moi redescendre tout seul de mon côté et après on discute. Ok très bien, je peux repartir tranquillement. Et à ce moment-là, je peux vaquer à mes propres occupations. Je peux, à ce moment-là, une fois que j'ai exprimé tout ce que j'avais besoin d'exprimer, que j'ai rassuré ce qui avait besoin d'être rassuré, parce que j'ai peur à ce moment-là. Ce que j'ai là, c'est de la peur. Et la peur, c'est censé être consolé à un moment donné. Donc, je vais chercher le moyen de me faire consoler. J'ai les réponses qui me consolent. Je retourne dans mes quartiers. Et là, je peux du coup vaquer à mes occupations pour ne pas subir ce temps que je lui laisse ou qu'il se prend. Ça dépend comment on voit les choses. Mais le truc, c'est qu'après, une fois que lui, il va mieux, en général, il y a une nuit de sommeil entre les deux, il sait qu'on va avoir à parler. Et ça, peut-être que c'est un rapport homme-femme, je ne sais pas si c'est commun à tout le monde ou si c'est vraiment parce que je suis une femme et c'est un homme, mais il sait que moi, pendant tout ce temps-là, je ressens de la tristesse. Moi, pendant tout ce temps-là, même si je suis en train de faire mes occupations, vaquer mes trucs, je ressens de la tristesse. Vraiment, je suis triste. Je suis triste parce que je suis pas parce que voilà, là, ça a 4 ans et demi, ça a trop envie de jouer avec son petit copain. Ça a trop envie de jouer, ça a trop envie de faire des trucs. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas possible. Donc, je suis triste. Et il sait très bien que même si pour lui, le lendemain, l'histoire, elle est réglée, le truc, il est passé, il n'y a plus de sujet. Moi, pour que je redevienne comme avant le conflit, donc connecté, proche... après des caractéristiques qui sont proches à moi, mais en l'occurrence tactile, tendre, câline, etc. Quelqu'un qui prend soin, ou je vais être au petit soin, ce genre de choses. Ça, là, pour que je redevienne ça, que j'ai la capacité de redevenir ce truc-là, ça va me demander une grande étape de discussion. Je vais avoir besoin de comprendre, je vais avoir besoin de lui poser des questions et qu'il réponde, de pourquoi est-ce qu'il a pensé, pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a compris, comment est-ce que, pourquoi, et surtout, plus que tout, lui expliquer pourquoi moi j'ai fait les choses. Et le pire de tout ça, c'est que j'ai même pas tant besoin de comprendre comment lui il en est arrivé là, j'ai besoin qu'il me rassure, en fait.
C'est surtout ça. J'ai besoin qu'il me rassure, même si c'est moi qui lui ai pété le nez, hein. Enfin, clairement. Étonnamment. Mais c'est comme ça. Je sais que je ne peux pas redevenir moi si j'ai pas compris et que j'ai pas fini. En fait, ça ouvre un scénario dans ma tête. J'ai besoin de terminer le scénario pour pouvoir passer à autre chose et me remettre à fonctionner normalement. Voilà, en gros, comment est-ce que moi je gère les conflits. Ça ne s'est pas toujours passé comme ça. J'ai pas toujours été en couple avec des personnes qui faisaient ça. J'ai souvent été en couple. Alors, même si je leur donne le manuel d'utilisation très très vite, hein, mais parce que même si on est très intelligent et tout ce qu'on veut, on est surtout très manipulable. Moi, je suis la première à le reconnaître et c'est pas un souci. C'est-à-dire que moi, si je dis à l'homme que j'aime, tu sais, quel que soit l'état dans lequel je me trouve, tristesse, peur, colère, joie, enfin, peu importe l'état dans lequel je me trouve, détresse ultime ou pas, si tu me prends dans tes bras, que tu serres fort, ça je pense que j'ai des petites caractéristiques autistiques aussi, parce qu'il y a quand même un truc qui rassure énormément les personnes autistes avec du coup le côté compression. Donc tu me serres fort dans tes bras et tu me dis je t'aime, en principe, ça résout tout. Moi, d'un coup, je me relâche, je me détends et je respire à nouveau, mon cerveau refonctionne, se réoxygène et on est reparti. Parce que dans ces moments-là, c'est l'émotion qui prend le pas. On en est à peu près là. On en est à peu près sur ce truc-là. Je crois pas que ce soit un truc qui soit si rare chez les personnes qui sont pas tout à fait câblées comme nous. Mais je crois que notre capacité à prendre de la distance, à comprendre les choses intellectuellement et à se déconnecter de ce qui se passe là quand on est face à un conflit, cette capacité-là, nous, on l'a vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Puisque tout nous touche très très fort, je crois que c'est pas possible de passer à travers la détresse qu'on ressent quand on est en conflit face à quelqu'un et la douleur que c'est. Même quand on le choisit et quand c'est nous qui mettons et c'est ça qui est c'est marrant, hein, parce que c'est très en lien finalement, c'est le revers de la médaille, c'est que quand nous, pardon, je vais aller au bout de mon raisonnement à voix haute, c'est le revers de la médaille, enfin c'est l'autre côté de la médaille de quelque chose qu'on fait facilement nous aussi, et c'est pour ça que c'est si souffrant quand on nous met à l'écart, c'est que nous on a la grande capacité de couper des gens de notre vie et de plus jamais y revenir. On coupe et basta. Et c'est parce que nous on est capable de faire ça de façon si définitive que quand quelqu'un nous met un peu à l'écart, quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose de mis à distance, on a l'impression que ça va être définitif aussi. C'est parce que quand nous on le fait, ça l'est. Donc c'est compliqué aussi de vouloir vivre les choses différemment de l'intérieur quand on le subit, et en même temps quand on le fait aux autres, on est radical. Il y a un moment donné, ce sont des vases communicants. C'est un peu la même histoire que si vous voulez arrêter que les critiques vous touchent, il va falloir arrêter d'être sensible aux compliments. Parce que les deux sont l'avis des autres sur vous et vous ne pouvez pas choisir que le bon ou que le moins bon. Le cerveau entend les deux. Donc je crois qu'il y a un peu cette, pas hypocrisie là, mais il y a un truc un peu comme ça. Je vais m'arrêter là pour cette histoire de conflit. Je pense que finalement, ça va être pareil. Je crois qu'on n'a pas fini sur le sujet et je vais essayer de faire d'autres vidéos là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné quelques clés de compréhension. Ou en tout cas, surtout, que ça vous a fait vous sentir moins seul. Parce que non, vous n'êtes pas seul. Oui, on déteste tout ça. Oui, pour nous, c'est horrible. Et comme j'en parlais du coup dans la première vidéo sur le conflit, on déteste vraiment toutes ces moments-là où on est déconnecté de l'autre, où on sent qu'il y a quelqu'un qui nous en veut, où on comprend pas, et où on est impuissant. Ça, on déteste aussi l'impuissance, gros truc qu'on déteste. Parce que pour moi, c'est en lien avec l'injustice, mais je saurais pas trop expliquer pourquoi, comment. Dans mon système, il y a un truc en lien avec... si je suis impuissante à faire quelque chose, c'est pas juste. C'est pas juste que je sois impuissante. Il y a un truc un peu comme ça. Donc ça vient taper avec cette notion-là. Mais en tout cas, oui, quand on est impuissant face à quelque chose, c'est vrai que ça nous met vraiment dans des états compliqués. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et évidemment, là, j'ai pas donné des très grandes clés de résolution parce que je les avais quand même pas mal abordées dans la première vidéo, mais évidemment, tout s'applique. Là, je voulais vraiment focus sur le couple puisque c'est quelque chose qui est assez prenant. Et je crois que c'est important vraiment de ne pas se tromper sur le casting des personnes qui vont partager nos vies. Et ça marche aussi pour les amis, bien sûr, les amis proches. C'est important parce que derrière, ça rend les relations pérennes ou pas. Le fait d'avoir quelqu'un qui, certes, gère les choses différemment de nous, c'est-à-dire qui ne veut pas tout de suite être dans la compréhension, dans la discussion, dans le machin, mais qui sait qu'à un moment donné, on va en passer par là, même si c'est après un temps
pour lui, ou bien une façon de gérer les choses avec, je sais pas, ses amis pour elle. Enfin, j'en sais rien comment est-ce que les gens ont envie de gérer leurs conflits, évidemment. Mais bien choisir quelqu'un qui sait qu'avec des gens comme nous, l'étape de discussion n'est pas en option. Et on va avoir besoin de vider notre sac parce que c'est ça qui nous permet derrière de vraiment passer à autre chose et de fermer le chapitre. Voilà. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Faites-vous confiance, foutez-vous la paix. Et en l'occurrence, si vous êtes en moment de conflit, je comprends. Je comprends, c'est douloureux, c'est souffrant, c'est normal. Parce que les enfants de 4 ans et demi, quand on les envoie dans leur chambre parce qu'ils sont punis et qu'ils ont fait quelque chose de mal, surtout s'ils ne comprennent pas ce que c'est, ouais, gros chagrin. Et vraiment, c'est trop bien. Mais je comprends. Utilisez les outils que je vous ai donnés dans la première vidéo et ça devrait du coup être un peu plus facile à vivre. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quels vont être les prochains thèmes, mais toujours sur les personnes câblées comme nous et comment on fait pour vivre dans ce monde. Je pense que c'est un gros et vaste sujet. À bientôt, ciao.